Première partie, le hasard des rencontres. Le premier jour. Au milieu des fantômes. Donc, on n'est pas celui que l'on voit dans le miroir, on est celui qui brille dans le regard d'autrui. Jean Espal, Université de Harvard, Cambridge. Bien Cambridge. Le 19 décembre 2011, l'amphithéâtre était bondé, mais silencieux. Les aiguilles de cadran en bronze de la vieille horloge murale manquaient 14h55. Le cours de philosophie délivré par Mathieu Chapero touchait à sa fin. Assise au premier rang, Erika Stewart, 22 ans, dévisageait son professeur avec intensité. Depuis 1 heure, elle cherchait sans succès à capter son attention, buvant ses paroles, hochant la tête à chacune de ses remarques, malgré l'indifférence que rencontraient les initiatives de la jeune femme. Le prof exerçait sur elle une fascination chaque jour plus grande. Son visage juvénile, ses cheveux courts et ses barbes naissantes lui donnaient un charme indéniable que suscitait beaucoup d'émoi parmi les étudiants. Avec son jonc délavé, ses bottes en cuir vieilles et son pull à col roulé. Mathieu ressemblait plus à un étudiant postgradué qu'à certains de ses collègues à l'allure stricte et austère que l'on rencontrait sur le campus. Mais davantage que sa belle gueule, c'était surtout son éloquence qui faisait sa séduction. Mathieu Chapero était l'un des professeurs les plus populaires de campus. Depuis 5 ans qu'il enseignait à Cambridge, ses cours passionnaient chaque année de nouveaux élèves. Grâce au bouche à oreille, plus de 800 étudiants s'étaient inscrits ce trimestre pour suivre son enseignement. Et son cours occupait à présent le plus grand amphi de Savile Hall. La philosophie est inutile si elle ne chasse pas la souffrance de l'esprit. La philosophie est inutile si elle ne sache pas la souffrance de l'esprit. Calligraphie au tableau, la phrase d'Épicure constituait la colonne vertébrale de l'enseignement de Mathieu. Ses cours de philosophie se voulaient accessibles et ne s'encombraient pas de concepts abscons. Tous ces raisonnements étaient en prise avec la réalité. Chapero débutait chacune de ses interventions en partant du quotidien des élèves, des problèmes concrets auxquels elles étaient confrontées. La peur d'échouer à un examen, la rupture d'une liaison amoureuse, la tyrannie du regard des autres, le sens à donner de ses études une fois ces problématiques posées. Le professeur convoquait Platon, cynique, Nietzsche ou Schopenhauer, et grâce à la vivacité de sa présentation, son grande figure donnait l'impression de quitter pour un temps les manuels universitaires pour devenir des amis familiers et accessibles, capables de vous prodiguer des conseils utiles et réconfortants. Avec l'intelligence et humour, Mathieu a intégré aussi à son cours un large pan de la culture populaire. Films, chansons, bandes dessinées, tout était prétexte à philosophie. Même les séries télé trouvaient leur place dans cet enseignement. Le Dr House venait illustrer le renseignement ou bien le raisonnement expérimental, les naufrages
The Lost offrait une réflexion sur le contrat social, tandis que les publications machistes de Made Men ouvraient une porte pour étudier l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Si cette philosophie pragmatique avait contribué à faire de lui une star de campus, elle avait aussi suscité beaucoup de jalousie et de l'agacement de la part de collègues qui trouvaient le contenu de son enseignement superficiel. Heureusement, la réussite aux examens et au concours des élèves de Mathieu avait jusqu'à présent joué en sa faveur. Un groupe étudiant avait même filmé ses cours et les avait mis en ligne sur YouTube. L'initiative avait L'initiative avait tiré la curiosité d'un journaliste de Boston Globe qui en avait fait un papier. Après la reprise, Après la reprise de l'article dans le New York Times, Shapiro avait été sollicité pour écrire une sorte d'anti-manuel de philosophie, même si le livre s'était bien vendu, le jeune prof ne s'était pas laissé graisse par cette notoriété naissante et était toujours resté disponible pour ses élèves et attentif à leur réussite. Mais la belle histoire avait connu un rebondissement tragique. L'hiver précédent, Mathieu Chapéro avait perdu son épouse dans un accident de voiture. Une disparition soudaine et brutale qui l'avait laissé désemparée. Celle continuait à assurer ses cours, l'enseignant passionnant et passionné avait perdu l'enthousiasme que faisaient ses singularités. Erika plissait les yeux pour mieux détailler son professeur. Depuis le drame, quelque chose s'était brisé en Mathieu. Ses traits s'étaient durcis, son regard avait perdu sa flamme. Cependant, le duel et le chagrin lui donnaient une aura ténébreuse et mélancolique qui le rendit encore plus irrésistible aux yeux de la jeune femme. L'étudiante baissa les paupières et se laissa porter par la voix grave et posée qui s'élevait dans l'amphithéâtre, une voix qui avait perdu un peu de son charisme, mais qui restait apparaissante, les rayons de soleil aperçus ou bien perçus à travers les vitres, réchauffant la grande pièce et éblouissant la travée centrale. Erika se sentit bien, bercée par ces ténèbres, ou bien ce timbre sécurisant. Mathieu, ou bien mais cet instant de grâce ne dura pas. Elle sursauta en entendant la sonnerie de fin de cours. Elle rangea ses affaires sans se presser, puis attendit que la salle se soit vide pour s'approcher timidement de Chapéro. « Que faites-vous ici, Erika » s'étonna Mathieu en l'apercevant. « Vous avez déjà validé ce module l'année dernière ? Vous ne devez plus assister à mon cours. » « Je suis venu à cause de la phrase d'Hélène Holland que vous citez souvent. » Mathieu fronça les sourcils et signa d'incompréhension. « Les folies que l'on regrette le plus sont celles que l'on n'a pas commises quand on avait l'occasion. Les folies que l'on regrette le plus sont celles que l'on n'a pas commises quand on en avait l'occasion. » Puis il a pris son courage à deux mains pour s'expliquer.
Pour ne pas y avoir de regrets, je voudrais commettre une folie. Voilà, samedi prochain, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire et je voudrais vous inviter à dîner. Mathieu ouvrit des yeux ronds et tenta immédiatement de raisonner son élève. Vous êtes une jeune femme intelligente, Erika. Donc, vous savez très bien qu'il y a au moins 250 raisons pour lesquelles je vais refuser votre proposition. Mais vous en avez envie, n'est-ce pas? N'insistez pas, s'il vous plaît, l'interrompa-t-il. Erika sentit la honte lui monter au visage. Elle bredouilla encore quelques mots d'excuses avant de quitter la salle. Mathieu enfila son manteau en s'opérant nu, son écharpe et sortit à son tour sur le campus. Avec ses étendues de pelouse, ses imposants bâtiments de briques brunes et ses devises latins accrochés au fronton avare avec le chèque et l'intemporalité des collègues britanniques. Dès que Mathieu fut dehors et se roula une cigarette, l'alluma puis quitta rapidement Sever Hall. Son sac Bezaz à l'épaule, elle traversa Hayal et la grande cour gazonnée d'où partit un dédale de sentiers qui serpentait sur plusieurs kilomètres, desservant salles de cours, bibliothèques, musées et dortoirs. Le parc baignait dans une belle lumière automnale. Depuis 10 jours, la température particulièrement douce pour la saison et le soleil abondant offrait aux habitants de Nouvelle-Angleterre un été indien aussi agréable que tardif. Monsieur Chapero, réflexe, Mathieu tourna la tête vers la voix qui l'interpellait. Un ballon de football américain arrivait dans sa direction et le réceptionnait de justice et le revoyait dans la foulée au quarterback qu'elle l'avait sollicité. Ordinateur portable ouvert sur des genoux, les étudiants avaient investi tous les bancs de Yard. Sur pelouse, les rires faisaient et les conversations allaient bon train. Et c'est plus qu'ailleurs, les nationalités se mélangeaient avec harmonie et le brassage culturel était perçu comme une richesse. Bordeaux et gris, les deux couleurs fétiches de la célèbre université, s'affichaient d'ailleurs fièrement sur les blousons, les sweatshirts et les sacs de sport, à avoir l'esprit d'appartenance à une communauté transcendait toutes les différences. Mathieu tira sur sa cigarette en passant devant M à sa chaussette Hall. La monumentale bâtisse à l'architecture géorgienne qui abritait à la fois les bureaux de la direction et le dortoir des étudiants de première année. Debout sur les marches, mademoiselle Moore, l'assistante de recture, lui lança un regard furieux suivi d'un rappel à l'ordre. Monsieur Chapero, combien de fois devrais-je vous répéter qu'il est interdit de fumer sur le campus et d'un lieu sur le méfait de tabac?
Regard figé, regard figé et très impassible, Mathieu l'ignora. Un bref instant, il fut tenté de lui répondre que mourir était vraiment le cadre de ses soucis, mais elle se ravissa et quitta l'enceinte de l'université par le portail gigantesque qui débouchait sur Avar Scar. Bourdonnant comme une ruche, le Scar était en réalité une grande place entourée de commerces, de libraires, de petits restaurants et de cafés aux terrasses, desquels élèves et professeurs raffissaient le monde ou poursuivaient leur cours. Mathieu Follet, ou bien foula dans sa poche pour en extraire sa carte de métro. Elle venait de s'engager sur le passage piéton pour rejoindre la station de thé, la Red Line qui desservait le centre de Boston en moins d'un quart d'heure. Lorsque vieille Chevrolet Camaro pétardant déboucha à l'angle de Massachusetts avenue de Pet-Boy Street. Le jeune prof sursauta et marqua un mouvement de recul pour ne pas être écrasé par le coupé rouge vif qui s'arrêtait à son niveau dans un crissement de pneus. Le vitre, ou bien la vitre, avant descendait pour laisser apparaître la chevelure rousse après Ferguson, sa colocataire depuis la mort de sa femme. Hello, Bubrin, je te ramène. Le verrouillement de V8 détonné dans cette enclave écologique qui ne jouerait que par les vertus de la bicyclette et de véhicules hybrides. Je préfère entrer en transport en commun, déclina-t-il. Te conduis comme si tu étais dans un jeu vidéo. Allez, ne fais pas ton pétochard. Je conduis très bien, et tu le sais. N'insiste pas, ma fille, déjà perdu sa mère. Je voudrais lui éviter de se retrouver orphelin à 4 ans de demi. Oh, ça va, n'exagère pas. Allez, Troya, dépêche-toi, je bloque la circulation là. Pressé par les coups de klaxon, Mathieu soupira et se résigna, ou bien il se résigna à se glisser dans la Chevrolet. À peine eut-il bouclé sa ceinture qu'au mépris de toutes les règles de sécurité, la Camaro effectua un périlleux demi-tour pour partir en temps vers le nord. Boston, aussi de l'autre côté, s'insurgea-t-il en s'agrippant à la portière. Je fais juste un petit détour par Belmont. C'est à 10 minutes. Et ne t'inquiète pas pour Emily. J'ai demandé à sa babée Stella de rester 1 heure de plus. Sans même en parler, je te préviens, La jeune femme passa deux vitesses avec célérité, puis plaça une brusque accélération qui coupa la parole de Mathieu. Une fois en vitesse de croisière, elle se tourna vers lui et lui tendit un cadran à dessin. Figure-toi que j'ai peut-être un client pour l'estampe de Tamaro, dit-elle, après elle tenir une galerie d'art dans le sud d'Inde en lieu d'exposition. Spécialisée dans l'art érotique, elle avait un vrai talent pour dénicher des pièces méconnues et pour les revendre en dégage
de belles plus-values. Mathieu fait glisser les élastiques pour découvrir une chemise en pur chiffon qui protégeait l'estampe japonaise. Une chunga datant de la fin du XVIIIe siècle, représentant une courtisane et l'un de ses clients se livrant à un acte sexuel aussi sensuel qu'acrobatique. La crudité de la scène était atténuée par la glace ou bien la grâce de traits et la richesse de motifs des étoffes. Le visage de la geisha était d'une finesse et d'une élégance fascinante. Pas étonnant que ce genre de gravure ait par la suite influencé aussi bien Klimt que Picasso. Tu es certain que tu veux t'en séparer? J'ai reçu une offre qu'on ne peut pas refuser, lança-t-il en émettant la voix de Marlon Brando dans Le Parrain. De la part de qui? Un grand collectionneur asiatique de passage à Boston pour rendre visite à sa fille. Apparemment, elle est prête à faire affaire, mais ne reste en ville qu'une journée. Une telle occasion ne se représentera peut-être pas de sitôt. Le Chevrelau avait quitté le quartier universitaire. Elle emprunta la voie rapide et qui longeait le Fresh-Bank, le plus grand Jacques de Cambridge, sur plusieurs kilomètres, avant d'arriver à Belmont, une petite ville résidentielle à l'ouest de Boston. Après, elle entra une adresse sur le GPS et se laissa guider jusqu'à un quartier chic et familial. Une école entourée d'arbres voisinée avec une aire de jeu, un parc et de terrains de sport. On y trouvait même un marchand de glace ambulant, tout droit sorti des années 1950. Malgré l'interdiction formelle, la Camaro dépassa un bus scolaire et se gara dans une rue calme bordée de maisons. Tu viens avec moi? Demanda-t-il en récupérant le carton à dessin. Mathieu secoua la tête. Je préfère l'attendre dans la voiture. Je fais aussi vite que possible, promet-il, en se recoiffant dans le rétroviseur, laissant une miche ondulée lui couvrir l'œil droit à la manière Averromikalak. Puis elle sortit de son sac un tube de rouge à lèvres, se remaquiller rapidement avant de terminer sa composition de femme fatale en réajustant le blouson en cuir rouge qui collait comme une poux à son t-shirt échancré. Tu n'as pas peur d'en faire trop? Provoqua-t-il. Je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça, minauda-t-il en reprenant la réplique et la voix de Jessica Rabbit. Puis il déploie ses jambes interminables, mollets dans un léger et sortit de la voiture. Mathieu la regarda s'éloigner et sonna à la porte de la plus grande maison de la rue sur l'échelle de la sensualité. Après, elle n'était pas loin de la plus haute marche. Mensuration parfaite, taille de guêpe, poitrine de rêve. Mais cette incarnation des fantasmes masculins aimait exclusivement les femmes et affichait haut et fort son homosexualité. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Mathieu l'avait accepté comme colocataire, sachant qu'entre eux, il n'y aura jamais la moindre ambiguïté. Et puis après
était drôle, intelligente et espiègle. Certes, elle avait mauvais caractère. Son langage était fleuré et elle était capable de colère homérique. Mais elle avait connu, donc elle savait comme personne rendre son sourcil, bien son sourire à sa fille, et pour Mathieu, cela n'avait pas de prix. Restée seule, elle jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Une mère et ses deux jeunes enfants installaient dans leur jardin des décorations de fête. Elle réalisa que Noël était dans moins d'une semaine à ce constat le plongea dans un mélange de chagrin et de panique. Elle voyait avec terreur se profiler le premier anniversaire de la mort de Kat. Ce funeste 25 décembre 2010 qui avait fait basculer son existence dans la souffrance et l'accablement. Les 3 premiers mois qui avaient suivi l'accident, la douleur ne lui avait laissé aucun repos, le dévastant chaque seconde une plaie ou bien une plaie à vif, la morsure d'un vampire qui aurait succès toute vie en lui. Pour mettre fin à ce calvaire, elle avait plusieurs fois été tentée par une solution radicale. Se jeter par la fenêtre, se balancer au bout d'un corde, ingurgiter un cocktail corsé de médicaments, se loger une balle dans la tête. Mais chaque fois, la perspective de mal qu'il ferait à Émilie l'avait retenu de passer à l'acte. Elle n'avait tout simplement pas le droit d'enlever son père à sa fille et de bousiller son existence. La révolte des premières semaines avait ensuite laissé la place à un long tunnel de tristesse. La vie s'était arrêtée, figée dans la lassitude, congelée dans une détresse au long cours. Mathieu n'était pas en guerre, elle était simplement abattue, écrasée par le duel. Donc, écrasée par le duel, fermée de la vie, la perte restait inacceptable. L'avenir n'existait plus. Sur le conseil d'April, elle avait toutefois fait l'effort de s'inscrire à un groupe de soutien. Elle avait assisté à une séance tenant de mettre des mots sur sa souffrance et de la partager avec d'autres. Mais elle n'y avait jamais remis les pieds. Fuyant la fausse compassion, les formules toutes faites ou les leçons de vie, elle s'était isolée, errant dans son existence, comme un fantôme se laissant dériver pendant des mois son projet anéanti. Néanmoins, depuis quelques semaines, son pouvoir dire qu'il revivait et lui semblait que lentement la douleur s'éteignait. Les réveils restaient différentiels, mais une fois à Harvard, il faisait illusion, assurant ses co-participants aux réunions d'orientation avec ses collègues, certes avec moins d'entrain qu'auparavant, mais ne reprenant pied. Ce n'est pas tant qu'il est, ou bien qu'il se reconstruisait, c'était plutôt qu'il acceptait, peu à peu, son état en cédant justement de certains concepts de son enseignement. Entre le fatalisme stoïcien et l'impermanence bouddhiste,
Elle prenait désormais l'existence pour ce qu'elle était, quelque chose d'imminemment précaire et instable, un processus en perpétuelle évolution. Rien n'était immuable, surtout pas le bonheur, fragile comme le verre, et ne devrait pas être considéré comme un acquis, lui qui pouvait ne durer qu'un instant. À travers des choses insignifiantes, elle reprenait donc goût à la vie. Une promenade sous le soleil avec Émilie. Ce match, ce match de football avec ses étudiants, une blague particulièrement bien tournée d'April, des signes réconfortants qui l'avaient incité à tenir à distance la souffrance et à bâtir une digue, ou bien une digue pour contenir son chagrin. Mais cette rémission était fragile. La douleur était prêt à l'attraper à la gorge et suffisait d'un rien pour qu'elle le cueille par surprise, se déchaîne et réveille des souvenirs cruels. Une femme croisée dans la rue qui portait le parfum de Kat, ou le même imperméable, une chanson écoulée ou bien écoutée à la radio qui rappelait les jours heureux, une photo retrouvée dans un livre. Ces derniers jours avaient été pénibles, annonçaient une rechute. L'approche de l'anniversaire ou bien de l'anniversaire de la mort de Kat, les décorations et l'effervescence liées à la réparation des fêtes de fin d'année, tout le ramenait à sa femme. Depuis une semaine, elle se réveilla chaque nuit en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur, hanté par le même souvenir, le film cauchemardesque des derniers instants de la vie de son épouse. Mathieu avait été sur les lieux lorsque Kat avait été transportée à l'hôpital, où ses collègues, elles étaient médecins, n'avaient pas pu la ranimer. Elle avait vu la mort lui enlever brutalement la femme qu'elle aimait. Elle n'avait eu droit qu'à 4 années de bonheur parfait, 4 ans d'une entente profonde, à peine le temps de poser les jalons d'une histoire qu'elle ne vivait ou bien ne vivrait pas. Une rencontre comme ça n'arrive qu'une fois. Elle en était certain et cette idée lui était insupportable. Les larmes aux yeux, Mathieu s'aperçut qu'il était en train de triturer l'alliance qu'elle avait gardée à l'annulaire. À présent, elle transpirait à son cœur, cogné dans sa poitrine. Elle baissa la vitre de la Camaro, chercha une barrette donc sur le ticket dans la poche de son jean de la peau et la posa sur sa langue. Le médicament fondait doucement, lui apportant un réconfort chimique qui dulia sa fébrilité. Au bout de quelques minutes, elle ferma les yeux, se massa les paupières et respira profondément pour se calmer. Tout à fait, elle avait besoin de fumer. Elle sortit de la voiture, verrouilla la portière et fit quelques pas sur le trottoir avant d'allumer une cigarette et d'en tirer une longue bouffée. Le goût acre de la nicotine, ou bien nicotine. Le goût acre de la nicotine tapissa sa gorge. Elle retrouvait un rythme cardiaque normal et se sentait déjà mieux.
Les yeux clos, le visage offert à la brise automnale, elle savoura sa cigarette. Elle laissa bon, ou bien il faisait bon, le soleil filtrait à travers les branches. L'air était d'une douceur presque suspecte. Elle resta quelques instants immobile avant d'ouvrir les paupières. Au bout de la rue, un attroupement s'était formé devant l'une des maisons. Curieux, elle se rapprocha de cottages typiques de la Nouvelle-Angleterre, une vaste de murs tarabiscotés en bardage de bois, ornés d'un toit cathédrale surchargé de multiples fenêtres. Devant la résidence, sur la pelouse, on avait organisé une sorte de braderie, un vide-grenier caractéristique de ce pays où les habitants déménageaient plus de 15 fois dans leur vie. Mathieu se mêle aux nombreux curieux qui échinaient sur les 100 mètres carrés de la pelouse. Le ventre s'était animé par un homme de son âge, au crâne dégami et aux petites lunettes carrées, qui affichaient un visage rond, frangé et un regard feuillant. Vêtu de noir de la tête aux pieds, il avait la rigidité austère d'un quatre ou bien d'un calcaire. À ses côtés, un charpier couleur sable se faisait les dents sur un os en latte, ou bien en latex. À l'heure de la sortie des classes, le temps clément avait attiré beaucoup de monde en quête de bonnes affaires. Les états débordés d'objectifs hétéroclites, rames en bois, sacs de golf, battes et gants de paintball. Vieille guitare Gibson posée contre une clôture, un vélo MBX, cadeau de Noël incontournable de début des années, ou bien du début des années 1980. Puis, plus loin, déroulait un skateboard pendant quelques minutes. Mathieu fretta parmi les stands, retrouvant une kyrielle de jouets qui lui rappelèrent son enfance. Yo-yo en bois clair, Rubik à club, épingleton, Mestremande, Frisbee, Pilouche, géant de E.T., l'extraterrestre, figurine de la guerre des étoiles. Les prix étaient bas. Visiblement, le vendeur voulait se débarrasser rapidement du plus grand nombre d'objectifs possibles. Mathieu s'apprêtait à quitter l'enceinte de la baraderie lorsqu'il aperçut un ordinateur. C'était un modèle portable, un MacBook Pro, écran 15 pouces, pas la dernière version de son modèle, mais la précédente ou celle d'avant. Mathieu s'approcha et examina la machine sous toutes ses coutures. La coque en aluminium de l'appareil avait été personnalisée par un autocollant. En vinyle appliqué au dos de l'écran, le sticker mettait en scène une sorte de personnage à la Tim Burton. Une Ève stylisée et sexy qui semblait unir entre les mains le logo en forme de pomme de la célèbre marque informatique. En bas de l'illustration, on pouvait lire les signatures Emma et elle, sans que l'on sache très bien s'il s'agissait de l'artiste
qui avait dessiné la figurine de l'ancienne propriétaire de l'ordinateur. Pourquoi pas, songea-t-il en regardant l'étiquette. Son vieux PowerBook avait rendu l'âme à la fin de l'été. Elle avait bien un PC à la maison, mais elle avait besoin d'un nouveau portable personnel. Or, depuis 3 mois, elle remettait sans cesse cette dépense à plus tard. L'objet était proposé à $400, une somme qu'il jugea raisonnable. Ça tombait bien en ce moment et ne roulait pas sur l'or. À Harvard, son salaire de prof était confortable, mais après la mort de Kate, elle avait à tout prix voulu conserver leur maison de Beacon Hall, mais même s'ils n'en avaient plus vraiment les moyens, s'il était résolu à prendre un colocataire, mais même avec le loyer que lui payait après les remboursements de l'empreinte engloutissait les 3/4 de son revenu et lui laissait peu de marge de manœuvre. Elle avait même été obligée de vendre sa moto de collection, une Triumph de 1957 qui faisait autrefois sa fierté. Elle se approcha du responsable de la vente et lui désigna le Mac. Cet ordinateur fonctionne, n'est-ce pas? Non, c'est uniquement un objet décoratif. Bien, évidemment, qui fonctionne. Sinon, je ne le vendrai pas à ce prix-là. C'est l'ancien portable de ma sœur, mais j'ai formaté moi-même le disque dur et j'ai réinstallé le système d'exploitation. Il est comme neuf. D'accord, je le prends, décida Mathieu après quelques secondes d'hésitation. Il fouilla dans son portefeuille et n'avait sur lui que $310. Gêné, il essaya néanmoins de négocier, mais l'homme lui opposa un refus très ferme. Vexé, Mathieu haussa les épaules et allait tourner les talons lorsqu'il reconnut la voix enjouée d'April derrière lui. « Laisse-moi te l'offrir, dit-il en faisant un signe pour retenir le vendeur. Il n'en est pas question. Pour fêter la vente de mon instinct, tu n'en as pas obtenu le prix espéré. Oui, mais pas sans mal. Le mec pensait que, pour ce prix-là, elle avait aussi droit à une déposition de Kamasutra. Tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas. Rester au repos dans une chambre. Ordiala, non, please Pascal. Le vendeur lui tendit l'ordinateur qu'il venait d'emballer dans son carton d'origine. Mathieu le remercia d'un hochement de tête, tandis qu'April régla la somme promise. Puis ils se dépêchèrent de regagner la voiture. Mathieu insista pour conduire, alors qu'il rejoignit Boston, coincé dans les embouteillages, et ne se doutait pas que l'achat qu'il venait de faire allait changer sa vie à tout jamais.